Oui, alors bonjour, donc sur ce volet-ci, la dernière fois j'avais abordé le jugement général partie 1 sur le jardin et montré donc qu'il y avait de gros soucis dans notre monde, bon tout le monde le sait, sauf qu'on parlait beaucoup moins des lacs et des ouragans, malgré le fait qu'il y ait des émissions quelquefois pour parler du réchauffement climatique, on oubliait d'évoquer l'état du jardin et en particulier le rapport qu'il pouvait y avoir avec la Genèse, Adam et Ève, dans les tout premiers passages de la Bible qui sont désignés comme les premiers hommes et avec le devoir notamment d'entretenir, de cultiver le jardin et de dominer sur les autres créatures. Bon, vu l'état du jardin, à la fin des temps, on peut donc se rendre compte que nous avons globalement failli. Ça, c'était la partie 1. Grosso modo, je rappelle, pour ceux qui ne m'ont pas suivi. Maintenant, je voudrais aborder la partie 2 qui va porter sur Babylone la Grande, le jugement général. Donc, Babylone la Grande, qu'est-ce que c'est dans l'Empire c'est désigné dans l'Apocalypse de Saint Jean comme un empire dont le royaume s'étend de la terre à la mer et qui peut-être même aurait gagné les cieux. En tout cas, il est associé, c'est un empire très grand qui a conquis toute la terre et qui a fait de nombreux esclaves. D'ailleurs, il y a ce passage à Apocalypse 13, versets 16-17, et elle fait que tous, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, on leur met une marque sur leur main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est dire donc la conquête spatiale est totale et que tous les gens, petits, grands, esclaves, libres, pauvres, riches, sont sous sa domination. Alors, Babylone la Grande, c'est symbolisé ou représenté en tout cas par des entités comme un dragon, l'ancien dragon, et les deux bêtes, la bête de la mer et la bête de la terre. On a eu parlé d'ailleurs, comme pour confirmer avec le capitalisme mondial le fait de l'essor du commerce, on a eu parlé aussi du World Trade Center et dès le début du XXIe siècle, souvenez-vous, il y a eu l'explosion du World Trade Center comme pour annoncer ce XXIe siècle. Alors, l'empire du mal, c'est Babylone la Grande. Or, nous ne le voyons pas forcément parce que nous ne disposons pas, nous ne nous ouvrons pas à la réalité spirituelle ou difficilement. Et pour ça, quelquefois, il faut employer le troisième. Bon, alors, toutefois, pour revenir à Babylone la Grande, quel est cet empire qui nous gouverne ? Eh bien, grâce aux recherches en archéologie, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est possible de le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en Iran, à Suse, des archéologues ont fait une découverte majeure en 1901-1902, en ce début du XXe siècle. Une stèle qui a révélé les bases de la société babylonienne du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le fameux Code Hammurabi. Hammurabi, donc vous avez déjà entendu parler, certainement, grand roi de Babylone. Et qui était à la période aussi de son grand rayonnement culturel. Alors, que trouve-t-on dans ce code de règles de l'Antiquité qui a fondé le droit dans cette cité ? Alors, d'abord, il faut noter que c'est un code de la vie conjugale qui fonde la famille, donc, avec des pratiques comme la dot, la répudiation, l'ordalie, qui sont attestées dans ce texte. Le mariage forcé est sous-entendu. Pourquoi ? Bon, parce que cette époque-là, on s'en doute, les femmes n'avaient pas voix au chapitre, ils ne pouvaient pas s'exprimer pour dire leur avis, si jamais elles souhaitaient ou non se marier avec un homme. Ce n'est pas spécifié, on parle plutôt d'un traitement qui semble être de type quasi-commercial, avec un don qui est fait à la femme appelé le tire-à-tout, mais la femme ne sert presque que d'une entremise entre le père et son époux. Et il lui est possible toutefois de récupérer une partie, donc une somme qui est appelée le chéritou, lorsqu'il y a répudiation. Or,
pour ce qui est de la répudiation. Celle-ci peut avoir cours en cas de maltraitance ou de négligence. Les deux hommes et femmes peuvent brandir ce mobile, mais on voit une différence de traitement notable, puisque le mari n'a pas besoin de se justifier, alors que l'épouse voit sa plainte examinée. Donc, que dire? C'est-à-dire que d'entrée de jeu, la répudiation, l'homme, il peut répudier facilement. L'épouse doit passer devant un conseil formé par des hommes. Et ça doit être assez difficile pour elle-même de s'expliquer sur les motifs de maltraitance ou de négligence qu'elle subit. Ensuite, il faut noter qu'il y a un cas particulier de négligence. Lorsque quelqu'un même vole dans la maison de l'époux alors que l'épouse était sortie, elle peut se retrouver accusée sans qu'il y ait la moindre preuve réclamée de négligence et donc faire l'objet d'une sanction qui n'est pas la moindre puisqu'elle est mortelle. Et c'est la peine capitale. Donc les hommes, autrement dit, ils prennent une femme, on se demande pourquoi ils en prennent une, puisqu'ils veulent de suite s'en débarrasser, très rapidement. Ensuite, par rapport à l'adultère, la culpabilité est envisagée du seul point de vue de l'épouse. Alors, la culpabilité, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'elle qui peut être objet de faute. Alors on note que ça peut s'agir pour la première motif, la première raison, d'un flagrant délit. Les deux amants sont liés alors et jetés à l'eau. Pour le deuxième cas, c'est la rumeur. La rumeur seule, une tierce personne accuse une épouse d'adultère, est suffisante pour fonder l'accusation. Alors, avec le risque, bien entendu, qu'on encourage la médisance au sein de l'opinion publique à l'encontre de l'épouse ou de la... avec aussi le fait même qu'on puisse stimuler le sadisme chez les gens dès lors qu'ils ont envie de se défouler, quoi. Bon, après, il y a les questions de l'inceste légèrement abordées. Dans ce cas précis, on peut estimer que les deux puissent commettre l'inceste. Mais il y a différence de traitement. L'exil, le père est exilé, donc chassé, alors que là encore, condamnation à mort pour la mère. Bon, alors, l'ordalie, qu'est-ce que c'est au fait? Bon, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, c'est une épreuve qui consiste à être jetée au fleuve. Et l'idée était la suivante, la femme accusée soit d'adultère, soit de négligence ou de mauvais traitement, même à l'égard de son époux, elle pouvait être balancée au fleuve et on estimait du coup, si elle était innocente, on pensait qu'elle pourrait nager et s'en sortir. Si elle était coupable, elle allait tomber au fond du fleuve, en sachant qu'il y avait la possibilité d'attacher une pierre à la cheville, et donc il y avait de fortes chances pour qu'elle coule. Qu'elle soit coupable ou non, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de rapport entre les délits qui sont énoncés et la sanction qui est envisagée. Le fait ou non de savoir nager. Enfin, pour ce code de vie conjugale, dans l'héritage, à noter que là aussi la mère n'a aucune part. La transmission va aux enfants, et à cette époque-là quand même, il était possible que ça aille aux fils ou aux filles, alors que dans l'évolution du droit, on a l'impression que les filles ont été exclues de cette transmission. Bon, alors quel constat général? Alors, premier point, la femme dans ce code de vie conjugale est perçue comme une esclave, c'est-à-dire que dès lors qu'elle peut faire objet d'accusation et de condamnation facile, qu'elle n'a pas à donner ou non son consentement au mariage, et elle est objet de transaction, qu'elle peut être le bouc émissaire, quelque chose sur lequel on peut se décharger, dès lors qu'on peut accuser facilement sans avoir à produire de preuves, c'est une esclave. Ensuite, à noter, deuxième point, l'annulation de la figure de la mère dans ce code.
effectivement, la focalisation est telle sur le statut de l'épouse qu'on ne voit pas spécialement la femme, la mère. Donc on n'évoque pas son rôle dans le foyer, notamment par rapport aux enfants. Or, il ne faut pas oublier quand même que la femme, elle a deux faces. Elle est l'épouse et elle est la mère. Cette annulation est d'autant plus problématique parce que si on peut faire et on peut éliminer rapidement la mère à chaque fois, qu'en est-il donc des enfants? Après, donc, ce que je noterai aussi, c'est l'ironie tragique de la justice. Pourquoi? Dans le domaine de la famille, ça c'est parce que la justice, le système judiciaire a pour rôle de juger les gens. Dans la société, il s'appuie sur le droit, donc les lois qui sont établies. Mais la justice, elle, telle que nous le figurons de manière générale, globale, on a du mal, parce que c'est une aspiration. Mais elle a une base, normalement, qui s'appelle l'équité. Et l'équité, c'est un rapport à l'égalité. Alors, l'égalité peut être de type arithmétique, deux membres considérés de la même manière, traités à égal, ou alors il peut s'agir d'un rapport de type proportionnel. C'est-à-dire, dans le cas précis d'une mode de vie conjugale, il s'agirait de déterminer le rôle de chacun des époux, du père et de la mère dans la famille, et ensuite, en fonction de ce rôle, d'envisager les fautes et les sanctions. Dans ce cas-là, on aurait eu un rapport proportionnel. À noter que la justice aussi implique qu'une accusation soit fondée par des preuves. Les preuves peuvent être matérielles, elles peuvent être associées à une série à des témoins. Et en tout cas, c'est un appui, parce qu'autrement, il y a toutes les chances pour que l'accusation verse dans un délire ou qu'elle soit les manigances d'un escroc, tout simplement, cherchant à tirer son profit en se débarrassant, par exemple, de quelqu'un. Considérant les ingrédients même de l'équité et de la preuve, nous pouvons comprendre ce que peut être la justice. Or là, dans ce code, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ces deux ingrédients. Bon, ensuite, le code Hammurabi n'est pas un code, n'est pas seulement qu'un code de vie conjugale. Le code du travail, alors, Karl Marx dans le Capital, je cite, « La richesse coloniale n'a qu'un seul fondement naturel, l'esclavage. » Or, l'esclave, nous figurons, c'est lié à la colonisation, et dans l'histoire, nous remontons la colonisation au VIe siècle. Or non, bien sûr, dès l'Antiquité, il y avait des esclaves, et ils sont présents dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'esclave, à la base, ce que c'est un individu, une femme ou un homme, il n'y a pas d'identité de sexe, qui est un travailleur de la terre. Il est amené à cultiver le champ de son maître. Tel que on le voit dans le code Hammurabi, c'est comme ça qu'il apparaît. Alors, premier point, on note qu'il n'y a pas de règles sur les conditions générales de vie de l'esclave, ni sur l'habitation, l'hygiène, l'éducation, même pas, s'il y a une obligation de soins en cas de maladie. Après, on note que la focalisation des sanctions sont toutes contre l'esclave seul. Il y a plusieurs points. Moi, j'ai noté qu'en cas de vol des biens du maître, ça peut aller loin la sanction. On peut se retrouver à perdre ses deux mains. Alors, je cite un passage. « Si un homme a loué un autre pour demeurer sur son champ, si cet homme a volé du grain ou des plants, si cela est pris entre ses mains, on lui coupera les mains. » Alors, là, c'est pas très clair, un homme a loué un autre. Bon. Il faut comprendre que l'objet de la transaction d'un maître à un autre, même si c'est pas nommé tel quel, c'est l'esclave. Il pouvait être loué d'un individu, un autre, en sachant que l'argent est récupéré par le maître, pas par l'esclave. On note aussi quand même que le vol, a priori, les grains ou des plants, ça ne paraît pas si énorme que ça, parce que c'est des fruits de la terre qu'il cultive,
mais peut faire l'objet d'une sanction terrible, couper les mains. Et on voit le pluriel. Le pluriel implique une totalité. Nous, en tant qu'être humain, nous n'avons que 2 mains. Bon, ceci dit, si on en a vu 4, 6 ou 8, dès lors qu'on dit vous coupez toutes les mains, ou les mains au pluriel, on peut vous les couper toutes. Bon, nous n'en avons que 2, mais quand on les perd, les 2. Donc, on voit clairement dans ce code les valeurs de Babylone qui est dans l'Apocalypse appelée Babylone la Grande. Nous pouvons dire sous l'ère capitaliste, nous n'avons pas été sous ce système de valeurs-là. Bon, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont l'impression d'avoir été pris pour des esclaves. Partout dans le monde, les femmes sont-elles vraiment émancipées? C'est toute une situation complexe. Après, je rajouterai que Babylone la Grande, d'une certaine façon, toutes les fouilles qui ont été faites en archéologie, même si Sitchin ne l'appelle pas comme moi, il y a plusieurs archéologues qui ont travaillé sur ce site. La Mésopotamie est considérée par les historiens comme le berceau de la civilisation. Donc, pour rappel, très grossièrement, donc dans cette région suméro-akkadienne, il y a eu inventé à peu près toutes les activités humaines, l'agriculture, l'élevage, la domestication des animaux, le bâtiment, la poterie, l'industrie textile, la monarchie, la législation, donc le droit, comme je viens de vous le montrer avec le Code Hammurabi, le transport, la musique, l'astronomie, l'astrologie, la métallurgie, l'écriture ou encore même la cuisine. Donc en fait, Sitchin comme Ike sont des grands théoriciens d'une idée phare, celle d'une matrice commune, d'une base commune, matrice reptilienne des cultures dans le monde. Et là, si c'est pas le même vocabulaire, si c'est exprimé différemment, on rejoint à peu près l'idée. Alors en sachant que matrice, ça vient du mot mater qui veut dire mère, reptilien, enfin globalement, ça désigne plutôt un moule à partir duquel on se forme, alors que reptilien, ça signifie qu'il s'agit d'une partie inférieure du cerveau. Donc, dans l'épopée des Numa Elish, il faut savoir chez les Babyloniens et leur grande épopée de la création, on évoque une opposition, un combat entre Tiamat et Marduk. Marduk, Tiamat, c'est une entité primordiale, celle qui est issue des eaux et qui a envisagé donc de détruire ses propres enfants jugés trop turbulents, alors que Marduk est un de ses descendants qui décide de s'opposer à elle. Ils se battent et à partir de ses dépouilles, il est dit qu'il a fui la création. Si bien que le mot Babylou désigne la maison des grands dieux. Dans cette demeure, ou la demeure de Marduk, le haut lieu de l'assemblée, où les dieux se réunissent pour fixer le monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on dit matrice, on laisse entendre que c'est la figure féminine qui aurait fondé la civilisation. Attention, bien sûr que non. Les Babyloniens eux-mêmes, dans l'acte de création, ont rappelé dans leur propre mythologie qu'il s'agissait d'un grand dieu, Marduk, dieu civilisateur. Alors, donc plus exactement, plutôt que parler de matrice, on devrait parler de patrice. Mais c'est pas très joli, et puis bon. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Babylone la Grande n'est pas une image, qu'une image employée dans un livre ésotérique qui est Apocalypse, donc de Saint Jean. Pour le second Messie, qui est supposé briser les sceaux, premier temps de l'Apocalypse Saint Jean, j'ai fait un topo sur ce sujet, vous pouvez aller le voir si ça vous dit. Babylone la Grande, sortie d'un livre pur, ça correspond quand même à une réalité historique qui s'est construite à travers le temps et l'espace.
une cité, hein, la cité antique, elle a disparu depuis longtemps, mais il y a tout un ensemble d'activités économiques et de valeurs qui sont rattachées. Donc, on sait aussi, j'ai oublié peut-être de le signaler, Sitchin, l'acadien, pour lui, c'est la langue commune, le tronc à partir duquel se seraient développés les autres, l'assyrien, le babylonien, l'égyptien, le grec. Il fait une analyse d'ailleurs de certains signes cunéiformes d'une culture à une autre pour voir un peu les similitudes. Parenté. Bon, la série d'activités qui désigne, qui est l'élevage, l'agriculture, même le droit, la monarchie, on n'y est peut-être plus dans beaucoup de pays au monde, mais pendant très longtemps ça a dominé. C'est un ensemble de pratiques que l'on a pu voir se développer et faire son essor. Et ensuite, j'ajouterai dernier point. Ça, on ne le dit pas assez dans l'histoire peut-être, mais les plus grands empires que nous connaissons, qui n'ont cessé de se former, de se développer, etc., pour la plupart appartiennent à cette région. Alors là, déjà, il y a l'empire sumero-akkadien de Sargon-Akkad, hein, qui était très très grand, à tel point qu'on l'appelait le roi des quatre mondes. Il y a l'Assyrie qui a été longtemps avec Babylone en conflit, à peu près 1000 ans de guerre entre les protectorats et puis les oppositions. Mais l'Assyrie a réussi à dominer entre le 8e et le 7e, a été à son apogée au 8e, 7e siècle, avant Jésus-Christ, même si elle existait avant. Et enfin, mais il y a surtout l'Empire perse. L'Empire perse, c'est du 7e siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, il y a eu les deux dynasties, la dynastie achéménide et la dynastie sassanide, qui ont été dominantes. Et il y a l'Empire... c'est pour ça que Alexandre le Grand, il a renversé l'Empire perse. Mais après, derrière, il faut savoir que sur les cendres de sa lignée, en quelque sorte, s'est reformée une dynastie qui a été perse, les Sassanides. Et enfin, il y a l'Empire, attendez, c'est pas enfin, l'Empire arabo-musulman du 7e au 16e siècle, qui comprend les trois dynasties, dynastie omeyyade venant de la branche chiite, dynastie abbasside venant de la branche sunnite et dynastie ayoubide. Et enfin, il y a l'Empire ottoman, qui est entre le 16e et le 20e siècle. Il a connu d'ailleurs une ascension remarquable. Je vous rappelle cette carte, où on peut le voir à l'heure de son apogée, avec son impressionnante superficie. Et cette ascension remarquable, on ne la voit peut-être pas tant qu'on n'en parle pas, ça c'est sûr, mais il faut comprendre qu'il a dominé quand même pendant 4 siècles et qu'il n'a été démembré qu'après la Première Guerre mondiale suite au traité de Sèvres en 1920. Ceci dit, attention aux illusions d'optique, parce que si, comme pour Alexandre le Grand, on croyait que l'Empire perse était renversé, mais ce n'était pas le cas, on ne sait jamais, on peut croire que l'Empire ottoman est un, mais qui sait, il peut y avoir encore un autre empire dans cette région. Alors voilà, grosso modo, je pense que vous comprenez un peu plus ce que je veux dire par Babylone la Grande. Et vous saisissez ô combien nous sommes, peut-être davantage, un peu plus, moins davantage, sous sa domination.